Il est 13 heures, l'heure de votre journal. Bonjour, bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État. De cette réunion, on retient entre autres la suspension de la hausse du prix de l'huile raffinée et l'autorisation d'un nouveau recrutement des personnes en situation de handicap à la fonction publique. Viviane Aïma nous dira tout dans ce journal. Les producteurs de café cacao regroupés en collectif étaient hier face aux journalistes pour faire la lumière sur les raisons du ralentissement de la commercialisation du binôme café-cacao. L'un des facteurs liés à cette situation est la crise mondiale de la pandémie Covid-19 qui frappe de plein fouet les secteurs d'activité. C'est la première réaction de la Chine à l'investiture de Joe Biden, le rival systématique des États-Unis dans la course pour la place de première puissance mondiale, a voulu lancer un avertissement à la nouvelle administration en sanctionnant l'équipe de Donald Trump. Nous en parlerons en toute fin de journal. La hausse du prix de l'huile raffinée est suspendue. La hausse du prix de la farine de boulangerie également suspendue. Les premières doses de vaccins contre le coronavirus seront livrées à la Côte d'Ivoire dès cette semaine. Et voilà entre autres quelques informations qui découlent du Conseil des ministres d'hier mercredi 20 janvier 2021. Réunion qui s'est faite sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le compte-rendu complet de Viviane Aïma. Assiste à une hausse sur les marchés des prix de certains produits de grande consommation, le Conseil des ministres réuni ce mercredi 20 janvier sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient de suspendre la hausse des prix de l'huile de palme raffinée et de la farine boulangère. Le Conseil a entériné les mesures ci-après arrêtées d'un commun accord avec les acteurs filières blé-farine et huile de palme. 1. La suspension des hausses de prix de l'huile de palme raffinée intervenues en ce mois de janvier 2021 et les prix en vigueur demeurent en conséquence ceux appliqués au 31 décembre 2020. 2. Le gel des prix du sac de 50 kg de la farine boulangère de type 55. Le prix demeure donc à 19 000 francs CFA maximum. Aussi, 2 comités techniques composés des représentants du gouvernement et des filières concernées ont été mis en place afin de poursuivre les concertations en vue de préserver le pouvoir d'achat des populations et d'assurer la pérennité des activités des industriels. Le Conseil des ministres, au cours de sa séance de ce mercredi 20 janvier, a une fois encore tiré la sonnette d'alarme face à la reprise de l'épidémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. En attendant les mesures qui seront décidées par le Conseil national de sécurité qui se réunira ce jeudi 21 janvier, le Conseil des ministres a examiné les modalités d'acquisition du vaccin dans les plus brefs délais. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le gouvernement s'est engagé à offrir aux populations des vaccins Covid-19 dès le premier trimestre 2021, qu'ils soient gratuits ou payants. À cet effet, l'Agence ivoirienne de régulation pharmaceutique, AIRP, a autorisé les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna. L'autorisation de vaccins AstraZeneca de la Grande-Bretagne, Sinopharm de la Chine et Sputnik V de la Russie est attendue pour cette semaine. Les premières livraisons du vaccin Pfizer d'environ 100 000 doses initialement prévues pour la fin janvier 2021 sont reportées à la mi-février compte tenu des retards dans la mise à disposition des vaccins. Toutefois, le Conseil maintient le calendrier prévu pour la campagne de vaccination et a instruit le ministre chargé de la Santé et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de poursuivre les préparatifs du dispositif de la campagne. Le Conseil a en outre donné son accord pour la poursuite des opérations de soutien aux entreprises, PME et ménages les plus vulnérables dans le cadre de la Covid-19. Les opérations de soutien aux entreprises et aux populations impactées par la Covid-19 se poursuivront en 2021 au regard de la persistance de la pandémie et de la reprise épidémique. Aussi, pour la gestion 2021, les dotations budgétaires prévues au titre des différents fonds se présentent comme suit. Fonds de soutien aux grandes entreprises, FSGE et FSPME, 110 milliards de francs CFA.
fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, 30 milliards de francs CFA, fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire, 40 milliards de francs CFA. Le Conseil a par ailleurs autorisé un nouveau recrutement des personnes handicapées à la fonction publique. Les 200 postes budgétaires de grade D1 à A4 prévus pour la session 2020 ont été pourvus à l'issue de travaux de la commission de recrutement dérogatoire composée de représentants de l'administration publique et de ceux des organisations des personnes handicapées. Ainsi ont été retenus sur 1000 dossiers examinés 100 handicapés moteurs, 35 handicapés auditifs, 35 handicapés visuels et 30 personnes portant des handicaps liés aux troubles du développement. Sport, la promotion de la candidature de l'Ivoirien Jacques Anoma à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football, a fait l'objet d'examens en Conseil des ministres ce mercredi 20 janvier. À ce jour, l'état des lieux de la campagne fait apparaître un contexte favorable en raison de son expérience avérée dans les fêtières internationales que sont la CAF et la FIFA. Aussi, le Conseil a instruit le ministre des Sports et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions idoines pour accentuer les actions diplomatiques et relationnelles, notamment la dynamique communautaire et solidaire de la sous-région pour favoriser l'élection de l'ambassadeur Jacques-Bernard Daniel Anoma à la présidence de la CAF. Le prochain Conseil des ministres se tiendra dans 2 semaines, soit le mercredi 3 février. C'était un reportage de Viviane Haïma. Éric Gorebi, lui, était au même moment dans les locaux de la Commission électorale indépendante. L'institution avait tenu à rencontrer les journalistes pour un point de presse qui avait pour objet d'apporter des éclairages sur la réintégration de 2 commissaires centraux qui avaient suspendu leur participation aux activités de l'institution. Reportage. Ils sont de retour à la commission électorale indépendante après avoir suspendu leur participation aux activités de cette institution. Alain Dogou, 2e vice-président de la CEI, et Yapo Yapi, commissaire à la CEI. Ces 2 personnalités s'étaient retirées pour convenance personnelle. Une attitude condamnée par l'ensemble des commissaires de la commission électorale indépendante. Le 1er octobre 2020, les 13 commissaires siégeants ont jugé à l'unanimité que les motifs évoqués par les commissaires susmentionnés 30 jours avant l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 n'étaient nullement conformes aux règles de fonctionnement de la commission électorale indépendante, notamment son règlement intérieur. La commission centrale considèrent cette action comme un manquement grave à leur serment qui s'assimile, ni plus ou moins, à un acte de parjure. Le président de la CEI a adressé aux 2 commissaires une demande d'explication au nom de la commission centrale et ce conformément à la réglementation interne. 2 mois après l'élection présidentielle et en pleine préparation des élections législatives, Alain Dogou et Yapo Yapi sont de retour à la maison. Un retour accepté par le père, mais qui n'est pas sans conséquences. Dans un souci de transparence et afin de rassurer les électeurs et les candidats, la commission centrale a décidé de leur donner un avertissement et par ailleurs de leur retirer leur zone de supervision électorale pour l'élection des députés du 6 mars 2021. De retirer la présidence de la sous-commission sécurité, informatique et logistique au vice-président Alain Dogou. De se réserver le droit d'analyser la situation après l'élection des députés du 6 mars 2021. La commission centrale reste concentrée sur l'organisation de l'élection des députés du 6 mars 2021, dont la réception des dossiers de candidature s'achève ce vendredi 22 janvier 2021. Le vendredi 22 janvier 2021 est donc la nouvelle date de clôture du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives 2021.
Et puis, il faut savoir que Lagou Henriette Adjoa, commissaire centrale, deuxième secrétaire permanente adjointe, a notifié sa démission de la commission centrale au président de la CEI dans une correspondance en date du 18 janvier 2021. Hier soir, le porte-parole de la CEI était sur le plateau du 20h pour annoncer cette démission. On suit un extrait. Madame Henriette Lagou se présente comme candidate aux élections législatives. Et vous savez très bien que les membres de la commission ne peuvent pas conserver leur poste et en même temps compétir pour les élections. Alors, il y a 15 membres, elle est partie, il reste 14. Est-ce qu'on connaît la suite de la procédure, surtout en ce qui concerne son remplaçant? Pour la suite de la procédure, comme je le disais tantôt, le président de la CEI a adressé une lettre à monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je crois que le Conseil des ministres de ce jour a donné le nom d'une personnalité. Monsieur Doumbia Soumaïla. Voilà, émanant de l'entité dont relève Madame Lagou. Et je pense que quand cette personnalité aura prêté serment, cette personnalité, comme je le disais tantôt, pourra nous rejoindre pour qu'on puisse travailler ensemble. Est-ce qu'on a les dates de la prestation de serment de ce nouveau membre? La prestation de serment, c'est le Conseil constitutionnel qui le détermine. Les hommages se multiplient après l'attaque qui a eu lieu au sud de Tombouctou dans le cadre de la MINUSMA, tuant 4 soldats ivoiriens, les premiers à être tués au combat à l'étranger. Le chef d'état-major général des armées a rencontré les parents de ces braves soldats pour leur témoigner le réconfort de toute la nation. Le reportage d'Abou Sanogo. Arrivés à l'état-major général des armées, les visages endeuillés, les parents des victimes de l'attaque des casquettes bleues ivoiriens au Mali, encore sous le choc, ont été reçus par le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, ce mercredi 20 janvier. Cette action intervient quelques jours après sa visite auprès de ses hommes au Mali, précisément à Tombouctou. L'objectif est resté le même, traduire la compassion de toute la nation et des forces armées aux familles des disparus. Il les a assurés de son soutien avant, pendant et après les obsèques. Il leur a en outre expliqué les circonstances dans lesquelles leurs enfants, maris, frères, oncles, neveux ont perdu la vie. L'engin dans lequel ils se trouvaient a marché sur un engin explosif improvisé lors d'une mission. Toujours difficile pour un chef de perdre des hommes. Quand vous envoyez des gens en mission, vous espérez que tous vous reviendront au terme de la mission. Mais il y a ce que nous souhaitons et il y a ce que Dieu décide. Et on ne peut que s'incliner devant la volonté de Dieu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour leur rendre des honneurs à la hauteur du sacrifice qu'ils ont consenti. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia a aussi informé les parents des victimes qu'une cérémonie d'hommage militaire a déjà été faite en leur mémoire le mardi 19 janvier dernier au quartier général de la MINUSMA à Bamako par l'ONU et l'État malien. Et ils ont reçu à cet effet la médaille d'honneur des Nations Unies à titre posthume. La compassion du chef d'état-major général des armées n'a pas seulement été traduite par des mots, mais aussi par un soutien financier à hauteur d'1 million de francs CFA, remis séance tenante aux familles des défunts pour les premières démarches funèbres. Les familles éplorées, soulagées par ce geste, ont exprimé toute leur gratitude au chef d'état-major général des armées pour son soutien à travers l'aide qu'il leur apporte dans ces moments difficiles que traverse l'ensemble des familles. Au cours de cette rencontre, le programme des obsèques a été connu. Jeudi 21 janvier, audience accordée par le Premier ministre et ministre de la Défense Ahmed Bakayoko aux familles des victimes. Vendredi 22 janvier, arrivée des dépouilles par voie aérienne à la base aérienne d'Abidjan à 17h. Lundi 25 janvier, cérémonie d'hommage national à l'état-major général des armées en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, chef suprême des armées, à la suite de laquelle les dépouilles seront remises aux familles. Le coronavirus, lui aussi, tue. Il continue de tuer. Ses victimes se comptent par milliers, par millions même à travers la planète. 96 millions de malades de Covid dans le monde, 2 50 000 morts.
Ici en Côte d'Ivoire, le tableau n'est pas différent. On déplore de nombreux morts et malades. Ces dernières 24 heures, 214 nouvelles infections ont été enregistrées, portant le nombre total à 25 597. À ce jour, ils sont au nombre de 1588, ces patients qui bénéficient encore de prise en charge. Des morts, il y en a 142 vies ont été malheureusement emportées par le monstre Covid, mais il faut également saluer les guérisons. Ce sont quand même 23 867 personnes qui ont gagné le combat contre le coronavirus. Respectons les gestes barrières, adoptons-les pour éloigner ce virus qui nous pourrit la vie. Décidément, ce monstre Covid perturbe tout. Le microbe a même favorisé le ralentissement de la commercialisation du binôme café-cacao. Les producteurs de café-cacao étaient récemment face aux journalistes pour leur donner des éclairages sur la situation et rassurer les producteurs. Cheikh Koné Aboubakar. Après le secteur des bars, maquis et restaurants, le monde agricole n'est pas loin de subir l'impact de la COVID-19. Regroupés en collectif, les responsables des organisations et associations des producteurs de café et cacao montent au créneau pour assurer les acteurs agricoles sur le ralentissement de la commercialisation du cacao. L'impact de la pandémie à COVID-19 sur toute l'économie mondiale est bien entendu en train d'impacter réellement la filière café-cacao et c'est ce qui justifie le ralentissement massif des activités de commercialisation. Parce que bien quand vous voyez des couvre-feux s'établissent sur les pays de l'Europe où les gens n'ont plus la possibilité de sortir, où des navires ne peuvent plus circuler, bien entendu, ça crée un blocage ou une constipation au niveau des ports. Pour le conférencier, les principales organisations productrices ont engagé des discussions avec le gouvernement en vue d'atténuer la situation qui prévaut actuellement. Ils entendent mener des actions d'information et d'explication auprès des producteurs. Nous sommes venus rassurer la population agricole, surtout les producteurs de café-cacao, que c'est un moment difficile, mais qui n'est pas un désespoir pour ces producteurs-là, parce que le Conseil du café-cacao, le gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver une solution, de sorte que nous ne vivons pas trop l'impact de cette maladie sur les producteurs. 4 mois après le lancement de la grande campagne 2020-2021, les principales organisations interpellent acheteurs et exportateurs au respect du prix Borchamp fixé à 1000 francs CFA. Dans ce 13h, nous avons pensé vous faire découvrir Kombalasso, un village de la sous-préfecture de Bassawa. Nous sommes dans le Hambol, à quelques 350 km d'Abidjan. Tout est à faire dans cette localité. Tout y manque, en tout cas, tout ou presque. Ces 3000 habitants ne disposent par exemple que d'une pompe. Aucun centre de santé sur place et la seule école de 3 classes doit recevoir à elle seule les 400 élèves du village. Le chapelet des difficultés est assez long. Les populations, elles, ne peuvent s'en remettre qu'à l'État. Direction Kombalasso, c'est Soro Corona qui nous y amène. En file indienne, ces femmes prennent la direction du marigot du village, la seule grande source d'approvisionnement en eau. Nous sommes à Kombalasso, village de la sous-préfecture de Bassawa, région du Hambol. Pour tout ce village, c'est une seule pompe. On se lève à 4 heures. C'est souvent à midi qu'on peut avoir de l'eau. L'eau du marigot n'est pas propre. Quand il pleut, toutes les saletés du village viennent déverser ici. On veut un forage. Ce village peuplé de plus de 3000 âmes est confronté à de nombreux obstacles pour son essor. Le centre de santé le plus proche est situé à 15 km du village. Une situation aux nombreuses conséquences. Les accouchements à domicile qui sont fréquents dans la zone ici. Les accouchements précoces, c'est-à-dire précipités. Et puis aussi les cas de décès, l'accessibilité géographique. La question sanitaire est en passe de trouver une solution avec la pose de la première pierre du centre de santé. Une infrastructure qui sera réalisée par les populations. L'État, comme on le sait, l'État ne fait pas tout de nos jours. L'État, si on veut prendre tous nos 8000 et quelques villages, l'État n'a pas les moyens. Et voir une telle population, avoir un tel projet, avoir une telle intention, c'est à saluer. Plus de 300 enfants sont toujours sans éducation. Un seul bâtiment de 3 classes pour la formation des enfants de Kombalasso. Il y a assez d'enfants déscolarisés dans ce village, 300 à 400 enfants.
Cela est dû aux problèmes de bâtiments, aux problèmes de table-banc et aussi aux problèmes de matériel didactique. L'accès à l'eau potable, à l'éducation ne sont pas les seules difficultés qui freinent le développement de Kombalasso. Le mauvais état de la route livre les producteurs agricoles au verdict des acheteurs véreux. Au moment que les populations ont besoin de l'acheteur, on ne trouve pas à cause de route. Tout le monde a besoin un peu d'argent pour faire ce qu'on peut faire. Le prix, vraiment, ce n'est pas tellement bon. Pour la réalisation de ces infrastructures, pour le développement, les populations de Kombalasso tournent leur regard vers l'État. On demande à l'État de Côte d'Ivoire de nous venir en aide pour la voirie et les infrastructures. Le village est connecté au réseau électrique depuis 2017. Je salue l'initiative du président de la République, Alassane Ouattara, qui a pu électrifier le village de Kombalasso depuis en 2017. Nous sommes contents, nous le remercions pour ça. Les populations de Kombalasso saluent le début des travaux de bitumage de l'As Bouaké-Bassawa. Une route qui va désenclaver cette grande zone de production de produits vivriers et de noix de cajou. C'était un reportage de Soro Corona sur la détresse des 3000 habitants de Kombalasso. À Kounfao, par contre, les choses s'arrangent petit à petit. Les populations viennent de bénéficier d'un nouveau bâtiment de 3 salles de classe, un don du député Jean-Marie Kouakou. Après la remise des clés aux bénéficiaires, le parlementaire s'est rendu dans 3 autres villages de sa circonscription où il a procédé à la mise sous tension électrique de ces localités. C'était en présence de notre correspondant sur place. Herman Niamien. Un bâtiment de 3 salles de classe pour renforcer les capacités d'accueil de l'école primaire publique d'Abokro, un village du département de Kounfao. C'est un don de Jean-Marie Kouakou, député de la circonscription de Kounfao. Une action qui va soulager le corps enseignant qui éprouvait des difficultés pour l'encadrement des apprenants. Pour nous, c'est une joie parce que par le passé, on avait des difficultés à inscrire nos enfants. Surtout que l'État voudrait que l'école soit obligatoire et nous avons des contraintes. Pour le député Jean-Marie Kouakou, cette action est une contribution pour donner la chance à tous les enfants de ce village d'être scolarisés. Nous avons beaucoup d'enfants qui sont en âge d'aller à l'école et nous devons pouvoir leur offrir les structures nécessaires pour aller à l'école parce que les enfants constituent l'avenir de ce pays. Après le village d'Abokro, le député de Kounfao, au nom du ministre Kobina Kwasi Agumani, s'est rendu successivement dans les villages de Yobouakro et de Kwasi Badoukro pour la mise sous tension électrique de ces 2 localités. Des actions du gouvernement que les populations ont accueillies avec beaucoup de ferveur. Du haut des remerciements, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui, depuis son inscription à la magistrature suprême, a fait de l'électrification l'une de ses priorités. Et ce, les villages de plus de 500 habitants doivent impérativement bénéficier de l'électricité. Cette vision et cette volonté politique a permis à ce jour au village de Kwasi Badoukro de se connecter au réseau électrique national après 28 ans d'attente. À Tankessé, où le député Jean-Marie Kouakou a terminé sa tournée, il a procédé également à la mise sous tension des quartiers périphériques de la ville dans le cadre d'un programme d'extension du réseau électrique dans cette sous-préfecture. Reportage Herman Niamien, correspondant RTI dans l'indénié Duablin. Que nos concurrents se rassurent. La RTI tient toujours sa place de leader de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Le groupe ne dort cependant pas sur ses lauriers. Pour encore creuser l'écart déjà si important, on vient d'acquérir du matériel de dernière génération. La maison vient de se doter en équipement pour un montant global de plus d'1 milliard de francs CFA. Avis donc aux challengers et autres, la lutte qui était déjà rude le sera encore davantage. Bonne chance tout de même. Il est lui un pur produit de la RTI. Roger Fulgence Cassi, aussi vous préférez, RFK. Un nom qui rime avec le micro. Il avait réussi à dompter cet instrument pour en devenir l'un des chefs incontestés, sinon le meilleur de l'animation télé. Mais voilà, 32 ans que RFK a définitivement déposé son micro. La mort a mis fin à sa vie depuis le 20 janvier 89. Wow, comment ça va? C'est la vidéo qui illustre bien l'homme. De l'ombre à la lumière, et l'étincelle jaillit, on aurait pu dire une étoile filante. En Côte d'Ivoire, Roger Edmond Fulgence Cassi incarnait si bien la télévision. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier
un bon chanteur et une belle orchestration musicale. Podium vivra, 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 vivra. L'homme né le 16 novembre 1955 à Tomodi dans le centre du pays. C'est en 1977 qu'il fait son entrée et ses premières armes à la télévision ivoirienne. Quelqu'un pour te parrainer comme parrain, tu penses à qui? Aïcha Kone. Aïcha Kone? Oui. Je vous signale, amis téléspectateurs, que vous pouvez éventuellement contacter nos premières chances d'aujourd'hui. RFK, comme on l'appelait affectueusement, aimait à côtoyer l'excellence. Ancien du collège municipal de Boaké, il est l'un des meilleurs élèves du studio-école de la RTI en 1975, sous la férule des dévanciers tels Clémentine Tikida ou Georges Keïta. Du gouvernement de défendre aussi bien notre cause. Voilà, nous étions au domicile de M. Laurent Donafologo, Georges Benson, et nous sommes vraiment ravis. Audace, culot et innovation, trois termes qui le caractérisent si bien. Bon, alors ce que je voudrais... Tu vas tenir le micro, tu veux? Je vous en prie. Bon dimanche, Superstar Station pour les clips vidéo, Jamboree pour l'aspect live, Première Chance en 1981, Nangeli en 1984, Portrait d'artiste, RFK Show, que d'émissions, mais surtout Tremplin en 1976 qui servira de terreau à Podium, l'émission qui favorisera comme première chance l'éclosion de bien de talents. RFK était aussi un artiste accompli qui n'hésitait pas à tutoyer le chant et les instruments de musique. Et d'autre part, une télévision. 1988, Roger Fulgence Kassi ressent les premiers signes de l'immense fatigue qui le lâchera difficilement. Octobre 88, une légère embellie, puis la rechute. 20 janvier 1989. Sa dernière demeure, Kokumbo, son village, Roger Edmond Fulgence Kassi s'en est allé à l'âge de 33 ans. Mais la mort ne peut arrêter l'amour. Un jour on vit, un jour on meurt, un jour on pleure, un jour on rit. Alors rions, alors jouons. Il y a du football dans ce journal. Ce 21 janvier, dans le cadre de la deuxième journée du CHAN qui a lieu au Cameroun, la Libye et la RD Congo se rencontreront tout à l'heure à 16h et plus tard à 19h. L'autre Congo croisera le fer avec le Niger. Ce sera au stade de Japoma de Douala et ce sera retransmis bien entendu sur RTI2, la deuxième chaîne du groupe RTI. Pour tous ceux qui ont manqué quelques rencontres, on va vous faire revivre quelques-unes. Premier résumé que je vous propose, c'est le match Burkina Faso-Zimbabwe, comptant pour la deuxième journée, bien entendu. Les Burkinabés l'avaient remporté 3-1. Le Mali et le Cameroun, eux, se sont neutralisés sur le score de 1 but partout. On retrouve nos reporters de RTI Sport. Le Cameroun et le Mali devront attendre la troisième et dernière journée de poule avant de valider leur billet pour les quarts de finale du CHAN. Dans le duel des vainqueurs de la première journée, les deux équipes n'ont pu faire mieux qu'un match nul. La rencontre commence bien pour le pays hôte avec cette tête heureuse de Charles Salomon Banga à la 6e minute. Marqué sur une balle arrêtée, le Mali en est également capable. Sur un coup franc, Siaka Samake fait admirer son pied droit. 1-1 à la pause. Les seules sensations de la seconde période interviennent aux 63e et 64e minutes. La belle séquence camerounaise à 3 finit malheureusement sur la barre transversale du portier malien. Dans la continuité de l'action, Moussa Kone échoue face à Achou, le portier camerounais. Score final, 1 partout. Ce nul permet aux deux pays de garder avec 4 points les deux premières places du groupe A. Le Burkina Faso obtient la première victoire de son histoire en phase de poule du CHAN après avoir battu le Zimbabwe 3-1. Dans ce match des vaincus de la première journée, 14 minutes ont suffi aux étalons pour se mettre en confiance. Sur une belle offensive, Issouf Soso place un bon plat du pied et ouvre le score. Les Warriors relancent le suspense avec l'égalisation à la 23e minute, signée Patson. En seconde période, Claver redonne l'avantage au Burkinabé. À la 67e minute, Isiaka Ouedraogo met fin aux espoirs du Zimbabwe, inscrivant le 3e et dernier but des Burkinabés. Les étalons doivent absolument battre lors de la 3e et dernière journée de poule le pays hôte, le Cameroun.
Loin des stades de foot, venons-en donc à la première réaction de la Chine à l'investiture de Joe Biden. Elle a sanctionné l'administration Trump. Pékin aura attendu le départ de Donald Trump pour publier son communiqué. 28 noms de responsables américains apparaissent sur le site du ministère chinois des Affaires étrangères. Parmi eux, les conseillers de la Maison-Blanche, Peter Navarro, Robert O'Brien, mais aussi les anciens conseillers de Donald Trump, John Bolton et Stephen Bannon, sans oublier Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. Tous sont désormais interdits d'entrer en Chine populaire, à Hong Kong et à Macao. C'est un type d'attaque qui n'avait pas eu lieu depuis plus de 18 mois dans la capitale irakienne. L'horreur. 2 kamikazes se sont fait exploser jeudi dans le centre de Bagdad, faisant près de 30 morts et plusieurs dizaines de blessés selon les autorités irakiennes. L'attaque a été perpétrée sur un marché de vêtements d'occasion sur la place Tayaran, un carrefour très passant de Bagdad. Des morts par attaque alors que le coronavirus nous malmène déjà suffisamment. Le monde va mal, nous sommes pleins d'orgueil et pourtant l'homme est grand lorsqu'il aime. À demain, 13h.